dès qu'ils ont découvert le montant de mon indemnité de départ à la retraite, ma fille Nathalie et mon gendre Adrien sont venus directement chez moi. Ils n'ont même pas appelé avant. Ils se sont simplement présentés, sont entrés comme s'ils étaient propriétaires des lieux et se sont assis dans mon salon avec cette expression que je ne connaissais que trop bien. C'était ce regard calculateur qui disait qu'ils venaient chercher quelque chose de précis, quelque chose qu'ils croyaient leur appartenir. Nathalie est allée droit au but. « Maman, nous avons besoin de savoir quelque chose. Combien touches-tu chaque mois de ta pension ?» Parce qu'Adrien et moi avons réfléchi. Eh bien, étant donné que nous sommes ta famille et que nous t'avons tant aidé, nous pensons qu'il n'est que juste que nous partagions cela. Nous voulons la moitié. Je l'ai regardé en silence. 3 000 $ par mois, ai-je finalement dit. Ma voix semblait plus calme que je ne l'avais prévu. Nathalie et Adrien se sont regardés, et j'ai vu leurs yeux s'illuminer de cette avidité déguisée en droit familial. « Parfait », a dit Adrien en se penchant en avant. « Donc cela fait 1 500 $ pour nous chaque mois. C'est le minimum après tout ce que nous avons fait pour toi, Éléanore. Tu es déjà âgée. Tu n'as pas besoin d'autant d'argent. » Je n'ai rien ajouté. Je me suis simplement levé de mon fauteuil avec tout le calme du monde, j'ai marché vers l'armoire antique près de la fenêtre et j'en ai sorti un classeur noir qui attendait ce moment depuis des mois. C'était un classeur épais et lourd, rempli de documents que j'avais préparés exactement pour ce jour. Je suis revenu et je l'ai posé sur la table juste devant eux. Puis je leur ai tendu ce classeur noir avec une tranquillité qui m'a surprise moi-même. « Ouvre-le », ai-je dit à Nathalie. « Je pense que cela répond à tout ce que vous êtes venu me demander aujourd'hui. » Nathalie a tendu la main avec un sourire confiant, comme si elle s'attendait à trouver l'acte de propriété de la maison ou un document confirmant son fantasme de contrôler mon argent. Adrien s'est penché par-dessus son épaule pour regarder aussi. Et quand ils ont ouvert ce classeur, quand leurs yeux ont commencé à lire les premières pages, leurs visages sont devenus pâles, complètement pâles. Le sourire de Nathalie s'est évanoui comme si quelqu'un l'avait arraché de son visage. Adrien a cessé de respirer pendant une seconde entière. J'ai regardé leurs mains commencer à trembler pendant qu'ils tournaient page après page, lisant chaque document, chaque preuve, chaque dossier que j'avais méticuleusement compilé. « Qu'est-ce que c'est » a chuchoté Nathalie, la voix brisée. « Maman, c'est quoi tout ça ?» Adrien tournait les feuilles de plus en plus vite, comme s'il voulait en trouver une qui ne disait pas ce que toutes les autres disaient. Ses yeux étaient ronds comme des soucoupes. Son visage avait perdu toute couleur, et je pouvais voir la réalité commencer à le frapper comme des vagues, de plus en plus fort. À l'intérieur de ce dossier se trouvaient des documents juridiques avec des sceaux officiels. Il y avait des relevés de chaque fois qu'il m'avait demandé de l'argent et ne l'avait jamais remboursé. Il y avait des dates exactes, des montants précis et des conversations que j'avais enregistrées avec la permission de mon avocat. Il y avait des messages textes où il parlait de moi comme si je n'étais qu'une source de revenus. Une vieille femme stupide qui ne se rendait compte de rien. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui a fait lâcher les papiers à Adrien sur la table comme s'il lui brûlait les mains. « Ça ne peut pas être légal », a-t-il dit, sa voix presque désespérée. « Tu ne peux pas faire ça. Tu n'en as pas le droit. » J'ai souri. C'était un petit sourire, mais chargé du poids des années passées à endurer, à garder le silence, à attendre le bon moment. « Oh, mais je peux, Adrien. Et en fait, c'est déjà fait. Tout ce que vous voyez dans ce classeur a déjà été présenté aux autorités compétentes. C'est déjà signé, scellé et notarié. » Nathalie m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas, comme si la femme assise en face d'elle était une parfaite étrangère. « Mais maman, je suis ta fille. Comment peux-tu me faire ça? Après tout ce que nous avons partagé, après tout ce que... » J'ai levé la main et l'ai interrompu. Ma voix restait calme, mais maintenant chaque mot sortait avec la force des années de douleur contenue. Précisément parce que tu es ma fille, Nathalie. Tu devrais savoir mieux que quiconque pourquoi je fais ça. Vous êtes venu chez moi sans prévenir, êtes entrés comme si vous étiez les propriétaires et avez exigé la moitié de ma retraite, la moitié de 40 ans de mon travail, de mes sacrifices. De mes nuits sans sommeil, comme si c'était un droit que vous aviez simplement en existant. Je me suis levé et je les ai regardés de haut tous les deux. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je récupérais quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps. Ma dignité, ma voix, mon pouvoir de dire ça suffit. Ce classeur noir contient toute la vérité sur qui vous êtes vraiment et ce que vous avez fait. Et maintenant,
vous allez vivre avec les conséquences d'avoir traité une femme de 70 ans comme si elle ne valait rien de plus que l'argent que vous pouviez lui arracher. Vous allez comprendre qu'une mère peut aimer sa fille, mais elle peut aussi se défendre lorsque cette fille devient sa pire ennemie. Adrien a essayé de se lever, mais j'ai levé un doigt. Assieds-toi. Je n'ai pas fini de parler. Et à ma grande surprise, il s'est assis. Parce qu'à ce moment-là, tous deux venaient de comprendre quelque chose de fondamental. La petite vieille dame qu'il pensait pouvoir manipuler n'existait plus. À sa place se trouvait une femme qui avait appris à utiliser la loi, la vérité et sa propre intelligence comme les armes les plus puissantes qui existent. Mais pour comprendre pleinement comment je suis arrivé à ce moment dans ce salon avec ce classeur noir dans les mains et cette expression de terreur sur les visages de ma fille et de mon gendre, je dois revenir au tout début. Je dois retourner à ce matin-là, quelques semaines plus tôt, quand tout a commencé à s'effondrer d'une manière que j'avais déjà pressentie mais que je ne voulais pas accepter. C'était un mardi. Je m'en souviens parfaitement car les mardis ont toujours été mes jours pour faire le grand nettoyage de la maison, pour tout mettre en ordre, pour garder chaque coin de ce foyer exactement comme il se doit. Je me suis réveillé à 6 heures du matin comme je le fais toujours, j'ai fait mon café et je me suis assise près de la fenêtre de la cuisine pour regarder le soleil commencer à illuminer les rues de mon quartier. Il y a quelque chose dans ces premiers instants de la journée qui m'a toujours apaisé. Ce silence avant que le monde ne se réveille, quand tout est immobile et que l'on peut entendre ses propres pensées sans interruption. Mais ce matin-là, même au milieu de ce silence, j'ai senti un poids dans ma poitrine que je ne pouvais expliquer. Une sensation que quelque chose était sur le point de changer, qu'une tempête approchait et que j'étais juste sur son chemin. J'ai bu mon café lentement, laissant la chaleur de la tasse réchauffer mes mains. À 70 ans, le froid du matin se ressent différemment. Il pénètre vos os d'une manière qu'il ne faisait pas avant. Mais ce n'était pas seulement le froid physique qui me faisait frissonner ce matin-là. C'était autre chose. C'était la prémonition que ma vie, telle que je la connaissais, était sur le point de prendre un tournant dont il n'y aurait pas de retour en arrière. La maison était trop calme, trop vide. Je vis seul depuis la mort de mon mari il y a presque 15 ans, et je pensais m'être habitué à la solitude. Mais il y a des jours où le silence pèse plus que d'autres. Des jours où vous marchez dans les couloirs et pouvez entendre l'écho de vos propres pas, et vous réalisez que personne d'autre ne va arriver pour combler ce vide. Nathalie avait l'habitude de me rendre visite plus souvent avant. Quand elle était plus jeune, quand elle n'avait pas encore épousé Adrien, quand elle me regardait encore avec quelque chose qui ressemblait à de l'affection, nous sortions le dimanche. Elle m'aidait avec les courses et nous nous asseyions pour parler pendant des heures. Mais c'était il y a longtemps. Si longtemps que parfois je me demande si c'est vraiment arrivé ou si c'était juste un beau rêve que mon esprit a créé pour ne pas se sentir si seul. J'ai fini mon café et j'ai commencé le nettoyage. J'ai passé la serpillière dans chaque coin, épousseté chaque meuble, organisé chaque objet qui n'était pas à sa place. Mes mains bougeaient automatiquement, faisant les mêmes tâches que j'avais faites des milliers de fois au cours des décennies. Mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à l'appel téléphonique que j'avais reçu 2 jours plus tôt. C'était la banque. Il m'informait que ma pension avait enfin été approuvée après des années de paperasse, de bureaucratie sans fin, d'une attente qui semblait n'avoir aucune fin. 3 000 $ par mois. Après 40 ans de travail comme infirmière à l'hôpital de la ville, après des doubles gardes, après des nuits sans sommeil à s'occuper des patients, après avoir sacrifié ma santé et mon temps pour aider les autres, j'allais enfin recevoir ce qui m'était légitimement dû. J'aurais dû être heureuse. J'aurais dû célébrer. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti de la peur parce que je savais avec cette certitude que seules les années et l'expérience procurent, que dès que Nathalie découvrirait ce montant, tout allait changer. Et pas pour le mieux. J'ai passé le reste de la matinée à essayer de me distraire. J'ai arrosé les plantes dans le petit jardin que j'ai à l'arrière. Ces plantes sont la seule chose qui me donne vraiment de la joie ces derniers temps. Je les regarde grandir, fleurir, donner la vie, et elles me rappellent qu'il y a encore de la beauté dans le monde malgré tout. Vers midi, ma voisine Sarah est venue me rendre visite. Sarah a 65 ans et est la seule personne dans ce quartier qui prend encore le temps de frapper à ma porte juste pour voir comment je vais. Elle s'est assise avec moi dans la cuisine pendant que je préparais du thé pour nous deux. « Tu as l'air inquiète, Éléanore ?» m'a-t-elle dit en tenant sa tasse à 2 mains. « Il s'est passé quelque chose ?» Je lui ai parlé de la pension, de l'argent que j'allais enfin commencer à recevoir et de la peur que je ressentais que Nathalie le découvre. Sarah a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps.
Et quand j'ai fini de parler, elle a soupiré profondément. Tu as raison de t'inquiéter, a-t-elle dit finalement. J'ai vu comment ta fille te traite quand elle vient par ici. J'ai vu comment elle parle de toi quand elle pense que personne n'écoute. Éléanore, tu ne dois rien à cette fille. Tu en as fait assez pour elle. Mais c'est ma fille, Sarah. C'est ma fille unique. Sarah a secoué la tête. Être mère ne signifie pas les laisser te détruire, Éléanore. Être mère ne signifie pas te transformer en banque où ils peuvent retirer de l'argent quand ils le veulent. Il est temps que tu poses des limites. Ces mots sont restés avec moi pour le reste de la journée. Limite. Un mot si simple, mais si difficile à appliquer quand il s'agit de votre propre sang. Comment pose-t-on des limites à quelqu'un que l'on a porté dans son ventre pendant 9 mois? Comment dit-on non à quelqu'un à qui on a tout donné dès sa naissance? Le soir est tombé lentement. Je me suis assise sur le canapé du salon, ce même canapé où, des semaines plus tard, Nathalie et Adrien s'asseoiraient pour exiger ce qui ne leur appartenait pas. J'ai allumé la télévision mais n'ai prêté aucune attention à ce qui était diffusé. Mon esprit continuait de tourner, de penser, de planifier, de craindre. Je savais que le moment viendrait bientôt. Je connaissais assez bien ma fille pour savoir que dès qu'elle découvrirait l'argent, elle viendrait. Et elle viendrait avec des exigences, avec des justifications, avec cette capacité qu'elle a de me faire sentir coupable pour des choses qui ne sont pas de ma responsabilité. Quand le soleil a commencé à se coucher, je me suis levé et suis allé à l'armoire près de la fenêtre. J'ai ouvert le tiroir du bas et en ai sorti un classeur vide, un classeur noir que j'avais acheté le jour même à la papeterie du coin. Je l'ai tenu dans mes mains pendant un long moment, sentant son poids, sa texture, son potentiel. Et puis j'ai pris une décision. Si Nathalie venait pour mon argent, si elle venait exiger ce que 40 ans de ma vie avaient construit, je serais prête. Je n'allais pas me laisser prendre au dépourvu. Je n'allais pas leur permettre de me faire sentir que j'étais endetté envers eux simplement parce que j'étais leur mère. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Je me suis tourné et retourné dans mon lit pendant des heures, écoutant chaque son dans la maison, sentant le temps avancer inexorablement vers ce moment que je savais devoir arriver. Et quand j'ai finalement réussi à dormir, j'ai rêvé de ce classeur noir. J'ai rêvé qu'il était plein de papier, de vérité, de justice. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour que mes prémonitions se réalisent. À peine 3 jours après cette conversation avec Sarah, à peine 3 jours après cette nuit où j'ai décidé de me préparer à l'inévitable, Nathalie est apparue chez moi, mais elle n'est pas venue seule. Elle ne vient jamais seule ces derniers temps. Elle amène toujours Adrien comme si elle avait besoin d'un complice pour affronter sa propre mère. Il était environ 16 heures. J'étais dans la cuisine en train de préparer de la soupe quand j'ai entendu le bruit à la porte d'entrée. Ils n'ont pas sonné. Ils n'ont pas frappé. Ils sont simplement entrés en utilisant le double de la clé que j'avais donnée à Nathalie il y a des années, quand je croyais encore que ma fille viendrait me rendre visite par amour et non par intérêt. Maman, a crié Nathalie depuis le salon. Tu es là? On doit te parler. La façon dont elle l'a dit m'a fait arrêter ce que je faisais. Ce n'était pas une salutation affectueuse. Ce n'était pas la voix d'une fille venant voir comment va sa mère. C'était la voix de quelqu'un venant en mission avec un but précis, avec un agenda déjà préparé. Je suis sorti de la cuisine en essuyant mes mains sur mon tablier. Nathalie se tenait au milieu de mon salon, les bras croisés, regardant autour d'elle comme si elle évaluait chaque objet, chaque meuble, chaque détail de la décoration. Adrien était à côté d'elle avec cette posture arrogante qu'il a toujours, comme si le monde entier lui devait quelque chose. « Bonjour, Nathalie », ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. « Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. » Elle ne m'a même pas regardé dans les yeux quand elle a répondu. « On n'a pas besoin de te prévenir chaque fois qu'on vient. Maman, c'est notre maison aussi. Enfin, ce sera notre maison un jour, non? Donc, on peut entrer quand on veut. » Ces mots m'ont frappé comme des pierres. Ce sera notre maison un jour. Comme si j'étais déjà morte. Comme si ma vie n'était qu'un obstacle temporaire avant qu'il ne puisse s'emparer de tout ce que j'avais construit par mes efforts. Adrien s'est dirigé vers le canapé et s'est laissé tomber dessus sans aucune considération, étendant ses jambes et mettant ses chaussures sales sur ma table basse. Cette table en bois que j'avais polie et entretenue pendant des années. Cette table qui était un cadeau de mon défunt mari. Enlève tes pieds de là, lui ai-je dit fermement. Cette table n'est pas faite pour reposer des chaussures.
Il m'a regardé avec un sourire moqueur mais n'a pas bougé ses pieds. Oh, Éléanore, ne sois pas si délicate. C'est juste une vieille table. De toute façon, bientôt on va changer tous ces vieux meubles pour des choses plus modernes. Pas vrai, Nathalie? Nathalie a souri et a hoché la tête en s'asseyant à côté de lui. Oui, cette maison a besoin d'une rénovation complète. Ces meubles sont tellement démodés. Mais bref, on pourra discuter de ça plus tard. Plus tard que quoi? J'ai voulu demander, mais je me suis retenu. Je savais qu'ils allaient me le dire de toute façon. Je savais qu'ils étaient venus avec un discours préparé, avec des arguments répétés, avec toute une stratégie pour obtenir ce qu'ils voulaient. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux, gardant mon dos droit, mes mains sur mes genoux. J'ai attendu. Parfois, le silence en dit plus que 1000 mots, et j'avais appris au fil des années que laisser les gens parler en premier vous donne l'avantage. Nathalie s'est éclaircie la gorge. Maman, on a appris quelque chose. On a appris que ta pension a finalement été approuvée. 3000 $ par mois, c'est ça? C'est beaucoup d'argent pour une personne seule. Voilà. La vraie raison de la visite. Ils ne sont pas venus demander comment j'allais. Ils ne sont pas venus voir si j'avais besoin de quelque chose. Ils sont venus pour l'argent. C'était toujours pour l'argent. C'est ma pension, ai-je dit simplement. Après 40 ans de travail, c'est ce à quoi j'ai droit. Adrien s'est penché en avant, ses yeux brillants de cette avidité mal dissimulée. Bien sûr, c'est ce à quoi tu as droit, Éléanore. Personne ne dit le contraire. Mais il faut aussi être réaliste. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Cette maison est payée. Tes dépenses sont minimes. Tu n'as pas de grands besoins. Alors que nous, eh bien, nous avons beaucoup de dépenses. Nous avons des projets. Nous avons des plans. Nous avons toute une vie devant nous. Nathalie a hoché la tête avec enthousiasme. Exactement. Maman, Adrien et moi avons pensé à lancer une entreprise, mais nous avons besoin d'un capital initial. Et considérant que nous sommes ta famille, que nous avons toujours été là pour toi, nous avons pensé qu'il serait juste que tu nous aides. Vous avez toujours été là pour moi, ai-je répété ces mots lentement, laissant chacun tomber dans l'air comme des gouttes de poison. Quand est-ce la dernière fois que vous êtes venu me voir sans vouloir quelque chose en retour? Quand est-ce la dernière fois que vous m'avez appelé juste pour demander comment j'allais? Nathalie a froncé les sourcils. Ne commence pas avec ça, maman. Tu es toujours avec le même discours comme quoi on ne te rend pas assez visite. On a des vies bien remplies. On a des responsabilités. On ne peut pas venir ici tous les 2 jours pour te tenir la main. Adrien a ri. En plus, tu n'es pas si facile à vivre non plus, Éléanore. Tu es toujours en train de te plaindre de quelque chose, toujours à critiquer tout ce qu'on fait. Parfois, c'est épuisant d'être ici. Ces mots m'ont blessé plus que je ne voulais l'admettre. Mais je n'ai rien laissé paraître sur mon visage. J'ai gardé mon expression neutre, mes yeux fixés sur eux, observant chaque geste, chaque mouvement, chaque signe de ce qu'ils étaient vraiment. Donc, a continué Nathalie, nous avons pensé que ce qui est juste, c'est que tu nous donnes 1500 $ chaque mois. C'est la moitié de ta pension. Avec ça, on peut lancer notre entreprise, et tu gardes quand même 1500 pour tes dépenses. C'est un arrangement parfait pour tout le monde. Et si je refuse, ai-je demandé calmement. L'atmosphère dans la pièce a changé immédiatement. Nathalie s'est tendue. Adrien a cessé de sourire. Ils se sont regardés avec une expression que je ne pouvais pas totalement interpréter, mais qui m'a mise en alerte. Je ne pense pas que tu veuilles refuser, maman, a dit Nathalie d'une voix qui essayait de paraître douce, mais qui ne sonnait que menaçante. Nous sommes ta famille. Nous sommes tout ce que tu as. Ce serait très triste si pour un peu d'argent tu finissais complètement seul dans cette grande maison vide. Adrien a hoché la tête. Très triste. Pourquoi? Qui va s'occuper de toi quand tu seras plus âgé? Qui va veiller sur toi s'il t'arrive quelque chose? Nous sommes ton assurance, Éléanore, et une assurance, ça se paie. Voilà la menace voilée, l'insinuation que si je ne leur donnais pas ce qu'ils voulaient, ils m'abandonneraient complètement. Comme si leur présence sporadique et leur visite pleine d'exigences était une sorte de bénédiction dont je devrais être reconnaissante. Je les ai regardés pendant un long moment. J'ai vu ma fille,
la petite fille que j'avais portée dans mes bras, le bébé que j'avais nourri de mon propre corps, transformé en cette femme qui me regardait maintenant comme si je n'étais qu'un moyen d'obtenir de l'argent. J'ai vu son mari, cet homme qui n'a jamais travaillé une journée complète de sa vie, qui cherchait toujours des raccourcis et des moyens faciles d'obtenir ce qu'il voulait. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision finale. Je n'allais pas me laisser intimider. Je n'allais pas leur permettre de me transformer en leur source de revenus. Il était temps qu'ils apprennent ce que signifiait affronter une femme qui avait survécu 70 ans dans ce monde et qui n'avait plus rien à perdre. Je dois réfléchir à votre proposition, leur ai-je dit finalement, gardant ma voix aussi neutre que possible. C'est une décision importante, et je ne veux pas la prendre à la légère. Nathalie a souri avec suffisance, comme si ma réponse était exactement ce qu'elle s'attendait à entendre. Bien sûr, maman, prends ton temps, mais pas trop, hein. Parce que l'entreprise qu'on veut lancer a une fenêtre d'opportunité limitée. Si on attend trop longtemps, on perdra le moment. Adrien s'est levé du canapé et a commencé à marcher dans mon salon comme s'il était le propriétaire des lieux. Il s'est arrêté devant la vitrine où je garde le peu de choses précieuses que j'ai, des photos de famille, quelques assiettes en porcelaine héritées de ma grand-mère, une figurine en cristal que mon mari m'a offerte pour notre 20e anniversaire. Et ça, a-t-il demandé en pointant la figurine, combien vaut quelque chose comme ça? Ce n'est pas à vendre, ai-je répondu fermement. Rien dans cette vitrine n'est à vendre. Il a ri. Tout a un prix, Éléanore. Tout. C'est juste une question de trouver le bon chiffre. Nathalie s'est levée et a rejoint son mari devant la vitrine. Ils ont commencé à se parler à voix basse, mais assez fort pour que j'entende chaque mot. C'était intentionnel, bien sûr. Ils voulaient que je sache exactement ce qu'ils pensaient. Quand on vendra cette maison, tout ça devra partir, a dit Nathalie, examinant les objets comme s'ils étaient des ordures. La plupart ne sont que de vieilles choses sans valeur. Mais peut-être que certaines pièces, on peut les vendre sur Internet ou à un antiquaire. Adrien a hoché la tête. Et cet espace pourrait être parfait pour un bureau ou une salle de jeu si on décide de rester et de vivre ici au lieu de vendre. Bien qu'honnêtement, cette maison est dans un quartier très vieux. Ce serait probablement mieux de vendre et de déménager dans quelque chose de plus moderne. Chaque mot était comme un coup. Il planifiait mon avenir sans moi. Il décidait quoi faire de ma maison, de mes affaires, de ma vie, comme si je n'existais plus, comme si je n'étais qu'un obstacle temporaire sur leur chemin vers ce qu'ils considéraient comme légitimement à eux. Et où exactement pensez-vous que je vais vivre pendant que vous faites tous ces plans, ai-je demandé d'une voix que je reconnaissais à peine comme la mienne. Elle était froide, tranchante, pleine d'une rage contenue que j'avais accumulée pendant des années. Nathalie s'est tournée vers moi avec une expression surprise comme si elle avait complètement oublié que j'étais dans la pièce. Oh, maman, ne sois pas dramatique. Évidemment, c'est pour quand tu ne seras plus là. On ne parle pas de te mettre à la rue. Quand je ne serai plus là, ai-je répété. Tu veux dire quand je serai morte? Vous planifiez mes funérailles alors que je suis encore assise ici devant vous? Adrien a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si sensible, Éléanore. Nous allons tous mourir un jour. C'est juste du bon sens de planifier à l'avance. Tu as déjà 70 ans. Ce n'est pas comme s'il te restait tant de temps que ça. Ces mots m'ont coupé le souffle un instant. Pas par le choc, mais par le manque absolu d'humanité qu'il démontrait. Cet homme se tenait dans mon salon, entouré de tout ce que j'avais construit avec ma vie, me disant en face qu'il attendait que je meure pour pouvoir s'emparer de tout. Nathalie s'est approchée et s'est assise sur la coudoir de mon fauteuil, posant sa main sur mon épaule dans un geste qui, je suppose, se voulait affectueux mais ne semblait que condescendant. Maman, je comprends que cela puisse être difficile à entendre, mais quelqu'un doit être pratique ici. Tu as déjà vécu ta vie. Tu as déjà fait tout ce que tu avais à faire. Maintenant c'est notre tour, et le moins que tu puisses faire est de nous aider à prendre un bon départ. J'ai repoussé sa main de mon épaule. Ne me touche pas quand tu es en train de me dire que ma seule utilité est de te donner de l'argent et ensuite de disparaître commodément de vos vies. Elle a soupiré avec exaspération. Toujours à tout exagérer. Maman, toujours à jouer la victime. Personne ne dit qu'on ne t'aime pas. On est juste honnête sur la réalité de la situation. Adrien est retourné au canapé et s'est rassis. Cette fois en mettant ses pieds encore plus haut sur ma table. Écoute, Éléanore, soyons clairs. Tu vas nous donner ces $1500 tous les mois,
et nous allons tous être heureux. Ou tu peux refuser et alors on verra comment tu t'en sors quand tu seras vraiment seul. Parce que crois-moi, sans nous tu n'as personne. Tes amis du quartier sont aussi vieux que toi. Ta famille est morte ou vit loin. Nous sommes tout ce qu'il te reste. Est-ce que vous me menacez, ai-je demandé directement. Est-ce que vous menacez une femme de 70 ans dans sa propre maison? Nathalie a ri, mais c'était un rire forcé, nerveux. Ne sois pas ridicule, maman. Personne ne te menace. On explique juste comment sont les choses. Tu as besoin de nous plus que nous n'avons besoin de toi. Je me suis levé alors, rassemblant toute la dignité qu'il me restait. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. Je vous ferai savoir quand j'aurai pris ma décision concernant votre proposition. Adrien n'a pas bougé du canapé. Prends ton temps, mais pas trop. Nous avons d'autres options si tu décides d'être difficile. Il y a des établissements de vie assistée qui seraient heureux de t'accepter. Bien sûr, tu devrais vendre cette maison pour payer les frais mensuels. Mais au moins tu serais prise en charge. La menace était claire. Soit je leur donnais ce qu'ils voulaient volontairement, soit ils trouveraient un moyen de me déclarer incompétente, de me faire passer pour une vieille femme sénile qui ne pouvait pas s'occuper d'elle-même et ainsi prendre le contrôle de tous mes biens. Nathalie s'est levée et s'est étirée comme si toute cette conversation l'avait épuisée. Pense-y bien, maman. Pense à ce qui est le mieux pour tout le monde. Ne sois pas égoïste. Tu ne veux pas finir tes dernières années complètement seule, n'est-ce pas? Ils se sont dirigés vers la porte sans attendre ma réponse. Avant de partir, Nathalie s'est tournée une dernière fois. Oh, et maman, ce serait bien si tu commençais à penser à faire un testament clair, aussi. On ne veut pas de problème juridique plus tard. Ce serait mieux si tout était bien spécifié maintenant pendant que tu es encore lucide. La porte s'est fermée derrière eux avec un grand claquement qui a résonné dans toute la maison. Je suis restée debout au milieu du salon, tremblante, non pas de peur, mais d'une indignation si profonde que je la sentais brûler à l'intérieur. J'ai marché lentement vers la fenêtre et je les ai regardés monter dans leur voiture, une nouvelle voiture de luxe qu'ils avaient évidemment achetée avec de l'argent qu'ils n'avaient pas. J'ai vu Adrien dire quelque chose à Nathalie et tous deux ont ri avant de démarrer le moteur et de s'éloigner. Ils ne voulaient pas mon bien-être. Ils se fichaient que j'aille bien ou mal. Ils voulaient seulement mon argent. Ils voulaient seulement ma maison. Ils voulaient seulement se débarrasser de moi de la manière la plus pratique possible pour garder tout ce que j'avais construit en 70 ans de vie. Je me suis rassise dans mon fauteuil. Cette fois, laissant enfin tomber les larmes. J'ai pleuré non pas de tristesse, mais de rage. J'ai pleuré parce que ma fille unique me voyait comme un obstacle. J'ai pleuré parce que j'avais élevé quelqu'un capable de me regarder dans les yeux et de me dire qu'elle attendait que je meure. Mais après avoir pleuré, après avoir laissé sortir toute cette douleur, j'ai essuyé mes larmes et j'ai pris une décision. S'ils voulaient jouer sale, je pouvais jouer encore plus sale. S'ils croyaient pouvoir m'intimider et me manipuler, ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient complètement sous-estimé la femme qu'ils avaient devant eux. Je me suis levé, je suis allé à l'armoire près de la fenêtre et j'ai sorti ce classeur noir vide que j'avais acheté quelques jours plus tôt. Je l'ai posé sur la table et je l'ai ouvert. Il était temps de commencer à le remplir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un but que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas la vengeance que je cherchais. C'était la justice. C'était le besoin de me protéger de gens qui n'avaient clairement aucun respect pour ma vie ou mon bien-être. Après le petit déjeuner, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui je pouvais avoir totalement confiance en ce moment. Sarah a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai besoin de ton aide, lui ai-je dit sans préambule. Et j'ai besoin que cela reste entre nous. Une demi-heure plus tard, Sarah était assise dans ma cuisine avec une tasse de thé dans les mains, m'écoutant raconter tout ce qui s'était passé la veille. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Elle a seulement hoché la tête, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque détail que je partageais. Quand j'ai fini, elle a posé sa tasse sur la table avec un bruit décidé. Cette fille a besoin d'une leçon qu'elle n'oubliera jamais, Éléanore. Et ce mari a elle aussi. De quoi as-tu besoin que je fasse? J'ai besoin de témoins. Je lui ai dit, j'ai besoin de quelqu'un d'autre que moi pour savoir exactement ce qui se passe parce que s'ils essaient de déclarer que je suis sénile ou que je ne suis pas saine d'esprit, j'ai besoin de gens qui peuvent témoigner du contraire. Sarah a hoché la tête immédiatement. Compte sur moi,
et je connais 3 autres voisins qui seraient aussi prêts à aider. Nous avons tous vu comment ta fille te traite. Nous avons tous entendu les choses horribles qu'elle dit quand elle pense que personne n'entend. Ce même après-midi, j'ai appelé le cabinet d'avocats à 2 pâtés de maison de chez moi. J'ai demandé un rendez-vous urgent et ils me l'ont donné pour le lendemain. J'ai passé le reste de la journée à organiser tous les documents que j'avais, relevés bancaires montrant chaque fois que Nathalie m'avait demandé de l'argent, reçus pour des choses que j'avais achetées pour elle, relevés téléphoniques, toute preuve physique qui pouvait étayer ma version des faits. J'ai aussi commencé à écrire. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à noter chaque incident dont je pouvais me souvenir. Chaque fois que Nathalie avait été cruelle avec moi, chaque fois qu'Adrien était entré chez moi sans permission, chaque commentaire désobligeant, chaque insulte voilée, chaque moment où il m'avait fait sentir comme un fardeau. Date, heure, lieu, tout ce que ma mémoire pouvait récupérer. Et j'ai découvert que je me souvenais de beaucoup plus que je ne le pensais. Des années de mauvais traitements que j'avais ignorés, minimisés, excusés parce que je ne voulais pas admettre que ma propre fille était capable de me traiter comme ça. Le lendemain, je me suis habillé avec mes plus beaux vêtements et je suis allé au cabinet d'avocat. L'avocate qui m'a reçu s'appelait Catherine Reynolds. C'était une femme d'environ 50 ans avec une expression sérieuse mais bienveillante et des yeux qui vous faisaient sentir qu'elle écoutait vraiment. Je lui ai tout raconté, chaque détail, chaque menace, chaque plan que Nathalie et Adrien avaient discuté ouvertement devant moi. Catherine a pris des notes méticuleusement sans montrer de surprise ou de jugement, juste du pur professionnalisme. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et m'a regardé directement dans les yeux. Madame Carter, ce que vous me décrivez est de l'abus financier et émotionnel, et les menaces voilées de vous déclarer incompétente sont très sérieuses. Nous devons agir vite et intelligemment. Que recommandez-vous, ai-je demandé. Catherine a ouvert son ordinateur et a commencé à taper tout en parlant. Premièrement, nous allons préparer des documents juridiques qui établissent clairement votre capacité mentale. Nous allons faire des évaluations avec des médecins qui certifient que vous êtes complètement lucide et capable de prendre vos propres décisions. Deuxièmement, nous allons documenter toute l'histoire des abus, chaque prêt impayé, chaque menace, chaque incident. Troisièmement, nous allons revoir votre testament actuel et en faire un nouveau qui reflète vos vrais souhaits. Et s'ils essaient de m'arrêter, ai-je demandé, s'ils essaient de déclarer que je ne suis pas saine d'esprit avant que nous puissions faire tout ça? Elle a souri. Mais c'était un sourire professionnel, calculateur. C'est pourquoi nous allons aller vite. Et c'est pourquoi chaque pas que nous ferons sera soutenu par des témoins, des documents officiels et des procédures juridiques impeccables. Quand nous aurons fini, toute tentative de leur part de remettre en question votre capacité mentale ne fera que les faire mal paraître. J'ai passé les 2 semaines suivantes dans un tourbillon d'activités. J'ai visité 3 médecins différents, chacun certifiant ma totale lucidité mentale. J'ai fait des évaluations cognitives que j'ai passées sans aucun problème. J'ai obtenu des déclarations écrites de Sarah et de 4 autres voisins témoignant de mon état mental et du comportement abusif de Nathalie et Adrien. Catherine a travaillé sans relâche. Elle a préparé des documents révoquant tout pouvoir que Nathalie pourrait avoir sur mes décisions médicales ou financières. Elle a créé un nouveau testament où je spécifiais exactement comment je voulais que mes biens soient distribués avec des clauses empêchant Nathalie de contester quoi que ce soit. Elle a rédigé des lettres formelles établissant des limites claires concernant leur accès à ma propriété. J'ai aussi installé des caméras de sécurité discrètes dans ma maison. Elles n'étaient pas évidentes, mais elles couvraient toutes les zones principales, le salon, la cuisine, l'entrée. Catherine m'avait conseillé de documenter visuellement tout incident futur. Et puis le moment est arrivé que je savais devoir venir. Un après-midi, environ 3 semaines après leur dernière visite, Nathalie et Adrien sont apparus chez moi à nouveau. Cette fois, ils n'ont même pas utilisé la clé. Ils ont simplement frappé à la porte avec force, presque comme s'ils voulaient la défoncer. J'ai ouvert la porte et je les ai trouvés debout sur mon porche, tous deux avec des expressions d'irritation mal dissimulées. Assez de temps a passé, maman, a dit Nathalie sans même dire bonjour. Nous sommes venus pour ta réponse. Vas-tu nous donner l'argent chaque mois ou non? Entrez, leur ai-je dit calmement. Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse. Ils sont entrés dans mon salon avec cette attitude arrogante que je connaissais si bien. Adrien est allé immédiatement au canapé et s'est laissé tomber dessus. Nathalie est restée debout, me regardant avec impatience. Alors, quelle est ta décision, a-t-elle demandé en croisant les bras. Je me suis assise dans mon fauteuil,
consciente que chaque mot, chaque geste était enregistré par les caméras dont ils ignoraient l'existence. J'ai gardé ma voix calme, presque neutre. J'ai beaucoup réfléchi à votre proposition, ai-je commencé. Et je suis arrivé à des conclusions importantes. Nathalie a souri, croyant clairement avoir gagné. Je savais que tu retrouverais la raison, maman. Je savais que tu ne voudrais pas finir seule. Mais je ne l'ai pas laissé continuer. J'ai conclu que vous n'avez aucun droit sur mon argent, que vos menaces sont inacceptables et que votre comportement envers moi depuis des années a été abusif et manipulateur. Le silence qui a suivi était dense, lourd. Nathalie m'a regardé comme si elle n'avait pas bien compris mes mots. Adrien s'est redressé sur le canapé, son expression passant de détendu à tendu en une seconde. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a demandé Nathalie, la voix dangereusement basse. Je me suis levé et j'ai marché vers l'armoire près de la fenêtre. J'ai sorti le classeur noir, maintenant épais de tous les documents que j'avais compilés au cours des dernières semaines. Je l'ai tenu dans mes mains, sentant son poids, sentant le pouvoir qu'il représentait. J'ai dit, vous n'allez pas recevoir un centime de ma pension, ai-je répété d'une voix ferme. Et non seulement cela, vous allez arrêter d'entrer chez moi quand vous voulez. Vous allez me rendre la clé que vous avez et vous allez commencer à me traiter avec le respect que je mérite. Adrien a bondi sur ses pieds. Tu ne peux pas nous parler comme ça. Tu ne peux pas nous mettre dehors. Nous sommes ta famille. Je suis retourné à ma place et j'ai posé le classeur noir sur la table basse juste devant eux. Je l'ai poussé doucement vers Nathalie. Ouvre-le. Je lui ai dit. Je pense que cela répond à tout ce que vous êtes venu me demander aujourd'hui. Nathalie a regardé le classeur noir comme si c'était un serpent venimeux. Ses mains tremblaient légèrement quand elle l'a pris, et j'ai pu la voir déglutir avant de l'ouvrir. Adrien s'est approché immédiatement, se penchant par-dessus son épaule pour voir le contenu. La première page était une lettre formelle de mon avocate, Catherine Reynolds, adressée à eux deux. Elle était écrite dans un langage juridique impeccable, mais le message était clair. Elle cessait immédiatement toutes les permissions qu'ils avaient concernant ma propriété, mes finances et mes décisions personnelles. Nathalie a tourné la deuxième page. C'était un document notarié révoquant tout pouvoir que Nathalie aurait pu avoir sur mes comptes bancaires. Ses yeux bougeaient rapidement sur les mots, et j'ai vu son visage perdre sa couleur à chaque ligne qu'elle lisait. Cela n'a aucune validité, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Tu ne peux pas faire ça sans nous consulter. Oh, mais je peux, ai-je répondu calmement. Et c'est déjà fait. Tout a été revu par des avocats, notarié et légalement enregistré. Chaque document dans ce classeur est complètement valide. Adrien a arraché le classeur des mains de Nathalie et a commencé à feuilleter les pages avec des mouvements brusques et désespérés. Son visage est devenu rouge quand il a atteint la 3e section. Un registre détaillé de tous les prêts qu'il m'avait demandés au cours des 5 dernières années. Chaque montant, chaque date, chaque promesse de remboursement non tenue. Il y avait 17 prêts documentés. Des $500 que Nathalie m'avait demandé pour une supposée urgence médicale qui n'a jamais existé aux $3000 dont Adrien avait besoin de toute urgence pour une affaire qui ne s'est jamais concrétisée. Au total, cela s'élevait à plus de $23 000 qu'il n'avait jamais remboursé. C'est privé, a crié Adrien, la voix étranglée. Tu n'as pas le droit de documenter ça comme ça. J'ai tous les droits, ai-je répondu. Surtout quand vous êtes venu exiger plus d'argent sans avoir rendu un centime de ce que je vous ai déjà prêté. Nathalie continuait de tourner les pages, sa respiration de plus en plus agitée. Elle a atteint la section des évaluations médicales. 3 certificats de médecins différents, tous avec des dates récentes, tous confirmant ma capacité mentale complète et ma lucidité absolue. Tu es allé voir 3 médecins différents, a-t-elle demandé incrédule. Tout ça pourquoi ? Pour prouver que tu es saine d'esprit. Pour m'assurer que lorsque vous essaieriez de me déclarer incompétente, comme vous avez menacé de le faire, vous n'auriez aucune base légale pour le faire, ai-je expliqué. Chacun de ces médecins est prêt à témoigner devant le tribunal si nécessaire. Adrien a lâché le classeur sur la table comme s'il lui brûlait les mains. Il y avait plus de pages derrière, des copies de messages textes où il parlait de moi de manière désobligeante, des enregistrements de conversations, tous obtenus légalement comme Catherine me l'avait assuré. Des témoignages écrits et signés de mes voisins concernant le comportement abusif dont ils avaient été témoins. Et dans la dernière section, le document qui les a vraiment laissés sans voix, mon Nouveau Testament. Il l'avait rédigé avec un soin extrême,
rendant très clair que la maison et tous mes biens seraient donnés à des œuvres caritatives au moment de ma mort. Nathalie recevrait une somme symbolique de $1000. Rien de plus. Tu me déshérites, a chuchoté Nathalie, les yeux pleins de larmes dont je ne savais si elles étaient de rage ou de choc véritable. Je suis ta fille. Je suis ta fille unique. Et tu m'as traité comme une banque. J'ai répondu sans émotion dans la voix. Tu as menacé de me laisser seule si je ne te donnais pas d'argent. Tu as planifié de me déclarer incompétente pour prendre le contrôle de mes biens. Tu es entré chez moi et as parlé de la vendre pendant que j'étais encore assise ici à vous écouter. À quoi t'attendais-tu? Adrien a commencé à faire les 100 pas d'un côté à l'autre du salon comme un animal en cage. C'est ridicule. C'est une exagération totale. On est juste venu parler d'un arrangement familial normal. Beaucoup de familles font ça. Les enfants aident les parents. Les parents aident les enfants. Je me suis levé et je l'ai regardé directement dans les yeux. Aider est volontaire, Adrien. Vous n'êtes pas venu demander de l'aide. Vous êtes venu exiger, menacer, manipuler. Il y a une énorme différence. Nathalie a fermé le classeur d'un coup sec. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine le tenir. Tu as fait ça pour nous blesser, pour nous punir d'avoir demandé ce qui nous appartient. Ce qui vous appartient, ai-je répété avec incrédulité. 40 ans de mon travail vous appartiennent? Ma maison que j'ai payée avec mes propres efforts vous appartient? Ma pension que j'ai gagnée après des décennies de sacrifices vous appartient? Je suis ta fille, a hurlé Nathalie. Ça devrait signifier quelque chose. Après tout ce qu'on a traversé ensemble. C'est comme ça que tu me rembourses? Je l'ai regardé pendant un long moment. J'ai vu la petite fille qui avait l'habitude de s'asseoir sur mes genoux et de me demander de lui lire des histoires. J'ai vu la jeune adulte qui pleurait dans mes bras quand son premier petit ami l'avait blessée. Toutes ces versions de ma fille semblaient avoir disparu, remplacées par cette femme inconnue qui ne voyait de valeur que dans les choses matérielles. Être ma fille devrait signifier que tu m'aimes pour qui je suis, pas pour ce que j'ai, ai-je dit d'une voix brisée mais ferme. Cela devrait signifier que tu te soucies de mon bien-être autant que du tien. Cela devrait signifier respect, affection, considération. Mais il y a des années, tu as cessé de me voir comme ta mère. Maintenant, je ne suis plus qu'une source d'argent pour toi. Ce n'est pas vrai, a sangloté Nathalie, mais ses larmes ne m'ont pas ému. J'avais trop souvent pleuré seule dans cette maison, me demandant où j'avais échoué en tant que mère, me demandant ce que j'avais fait de mal pour que ma fille devienne ainsi. Adrien s'est approché de moi avec une expression qui se voulait menaçante. Tu vas regretter ça, Éléanore. Tu vas regretter de nous avoir traités comme ça. Nous allons contester ce testament. Nous allons prouver que quelqu'un t'a manipulé pour faire tout ça. J'ai pointé du doigt les coins du salon où les caméras étaient installées. Vas-y, essaie. Chaque mot que vous avez dit aujourd'hui a été enregistré. Chaque menace, chaque insulte, chaque tentative d'intimidation. Si vous voulez aller au tribunal, je serai ravi de présenter toutes les preuves que j'ai compilées. Nathalie a suivi mon regard et a vu les caméras pour la première fois. Son expression est passée de la rage à la panique en une seconde. Tu nous as enregistré tout ce temps. Tu nous as enregistré sans notre permission. Il y a un panneau à l'entrée de ma maison, ai-je répondu. La pièce est tombée dans le silence, un silence lourd et dense, plein de tout ce que nous ne nous étions jamais dit pendant des années. Nathalie regardait le classeur noir comme s'il était la preuve physique de la mort de notre relation. Adrien regardait les caméras avec une expression de défaite qu'il essayait de cacher derrière sa colère. Je veux que vous partiez maintenant, ai-je dit finalement. Et je veux la clé de ma maison avant que vous ne franchissiez cette porte. On ne te donnera rien, a craché Adrien. C'est toujours la maison familiale. On entrera quand on voudra. J'ai fait un pas vers le téléphone sur la table d'appoint. Si vous ne me donnez pas cette clé tout de suite, j'appelle la police et je leur montre ce classeur, les enregistrements vidéo et les témoignages de mes voisins. Voulez-vous expliquer à la police pourquoi vous êtes dans ma maison en refusant de partir après que je vous ai demandé de sortir? Nathalie a cherché dans son sac à main avec des mains tremblantes. Elle a sorti la clé et l'a jetée sur la table avec une telle force qu'elle a rebondi et est tombée par terre. Prends ta maudite clé. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai besoin de rien venant de toi. Je me suis baissé lentement, j'ai ramassé la clé et l'ai tenue dans ma main. J'ai senti son poids,
sa forme familière. C'était une clé que j'avais fait faire moi-même il y a des années, quand je croyais encore que ma fille viendrait me rendre visite par amour et non par intérêt. Maintenant, partez, ai-je répété. Et ne revenez pas à moins d'être prêt à me traiter avec le respect que je mérite. Nathalie se tenait au milieu de mon salon, tremblante de rage et de quelque chose qui ressemblait à une véritable incrédulité. Ses yeux allaient de moi au classeur noir et revenaient à moi, comme si elle ne pouvait pas totalement assimiler ce qui venait de se passer. « Tu ne peux pas nous faire ça », a-t-elle dit d'une voix brisée. « Tu ne peux pas juste nous mettre hors de ta vie comme ça. Nous sommes ta famille. Je suis ton sang. Le sang ne te donne pas le droit de me maltraiter, ai-je répondu, restant ferme. Le sang ne te donne pas le droit à mon argent, à ma maison, à ma vie. Pendant des années, je t'ai permis de me traiter comme si je ne valais rien. Cela s'est terminé aujourd'hui. » Adrien a tenté une dernière tactique. Son expression a changé, s'adoucissant artificiellement. « Écoute, Éléanore, je pense que nous sommes tous un peu contrariés. Pourquoi ne pas nous calmer et en parler comme des adultes? Peut-être qu'il y a eu des malentendus. Peut-être que des choses ont été dites de la mauvaise manière. » « Il n'y a pas eu de malentendu, Adrien, ai-je dit sèchement. Vous êtes venu exiger 1 500 $ par mois. Vous avez menacé de me déclarer incompétente si je refusais. Vous avez prévu de vendre ma maison alors que j'étais encore en vie. Tout est documenté. Tout est enregistré. Il n'y a aucun moyen de réinterpréter ce que vous avez dit. » Nathalie a mis ses mains sur son visage. Et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle allait enfin montrer de véritables remords. Mais quand elle a parlé, ces mots ont détruit tout espoir que j'aurais pu avoir. « C'est de ta faute, » a-t-elle dit en me pointant d'un doigt accusateur. « Tu nous as rendus comme ça. Toujours si radine avec ton argent. Toujours à te plaindre de tout. Toujours à nous faire sentir coupables de demander de l'aide. À quoi t'attendais-tu? Qu'on continue à te traiter comme une reine alors que tu ne nous as jamais rien donné? » Je l'ai regardé avec un mélange de douleur et d'étonnement. « Je ne vous ai jamais rien donné? Je t'ai élevé seul après la mort de ton père. J'ai fait des doubles gardes à l'hôpital pour payer tes études. Je t'ai acheté ta première voiture. J'ai payé ton mariage. Je t'ai prêté de l'argent chaque fois que tu as demandé sans me soucier si j'en avais besoin moi-même. Et tu dis que je ne t'ai jamais rien donné? C'était ton obligation, a hurlé Nathalie. Tu étais ma mère. Tu étais censé faire ces choses. Tu ne peux pas me le jeter à la figure maintenant comme si c'était une faveur spéciale que tu m'avais faite. » Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. Chacun était plus douloureux que le dernier parce qu'il révélait une vérité que j'avais évitée pendant des années. Ma fille croyait vraiment que je lui devais tout et qu'elle ne me devait rien. « Tu as raison, » ai-je dit finalement avec un calme qui m'a surprise moi-même. C'était mon obligation de t'élever, de t'éduquer, de te donner ce dont tu avais besoin quand tu étais enfant. Mais tu as cessé d'être une enfant il y a plus de 20 ans, Nathalie. Et à un moment donné, les obligations se transforment en réciprocité, en respect mutuel, en amour qui va dans les deux sens. Mais tu n'as appris qu'à prendre. Tu n'as jamais appris à donner. Adrien s'est approché de Nathalie et a mis sa main sur son épaule. « Viens, chérie. Ça ne vaut pas la peine de continuer à lui parler. Elle a déjà mis au clair ce qu'elle pense de nous. » Ils se sont dirigés vers la porte. Mais avant de partir, Nathalie s'est tournée une dernière fois. Ses yeux étaient rouges, son visage déformé par un mélange d'émotions que je ne pouvais pas totalement déchiffrer. « Tu vas regretter ça, maman. Quand tu seras vieille et malade et que tu n'auras personne, tu te souviendras de ce moment et tu regretteras d'avoir choisi l'argent plutôt que ta propre fille. » « Ce n'est pas l'argent que j'ai choisi, Nathalie, » ai-je répondu d'une voix calme. « C'est la dignité. C'est le respect de soi. C'est le refus de continuer à être traité comme moins qu'un être humain. Si cela signifie être seul, je préfère la solitude à votre compagnie toxique. » La porte s'est fermée derrière eux avec un claquement qui a fait trembler les murs. Je suis resté debout au milieu de mon salon, écoutant le bruit de leur voiture s'éloigner dans la rue. Et alors, seulement alors, j'ai permis à mes jambes de cesser de me soutenir. Je me suis laissé tomber dans mon fauteuil, tremblante, non pas de peur, mais du relâchement d'années de tension contenue. Sarah est apparue à ma porte arrière quelques minutes plus tard. Elle attendait chez elle, prête à venir si j'avais besoin d'elle. Elle m'a trouvé assise dans l'obscurité grandissante de l'après-midi,
des larmes coulant silencieusement sur mes joues. « Tu l'as fait ?» a-t-elle demandé doucement. « Je l'ai fait », ai-je répondu. Je leur ai tout montré. Je leur ai donné la chance de voir exactement ce qu'ils ont été toutes ces années. Sarah s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. « Et comment te sens-tu » ? « Libre », ai-je dit après un moment de réflexion. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Mais la liberté a un prix. Et j'étais sur le point de découvrir exactement à quel point ce prix était élevé, car Nathalie et Adrien n'allaient pas abandonner si facilement. Ils n'allaient pas accepter la défaite sans essayer de me détruire au passage. Au cours des jours suivants, mon téléphone n'a cessé de sonner. C'étaient des numéros inconnus, des appels auxquels je ne répondais pas. Ils laissaient des messages vocaux, certains de Nathalie en pleurs, d'autres d'Adrien menaçant, d'autres de personnes prétendant être des avocats, mais qui ne l'étaient clairement pas. Sarah et les autres voisins se relayaient pour me rendre visite, s'assurant que je n'étais jamais complètement seul. J'ai installé de nouvelles serrures à toutes les portes. J'ai renforcé la sécurité de la maison. J'ai gardé mon téléphone portable toujours chargé et avec le numéro d'urgence en numérotation rapide. Une semaine après la confrontation, j'ai reçu une lettre recommandée. Elle provenait d'un cabinet d'avocats différent du mien. Nathalie et Adrien me poursuivaient en justice. Ils alléguaient que j'étais mentalement incompétente, que j'avais été manipulée par des tiers pour changer mon testament, que je leur devais de l'argent pour des soins qu'ils m'avaient supposément prodigués pendant des années. J'ai apporté la lettre immédiatement à Catherine. Elle l'a lue avec une expression impassible, prenant des notes dans son carnet. « C'est exactement ce à quoi nous nous attendions », a-t-elle dit finalement. Et nous sommes complètement préparés à y faire face. Ils n'ont aucune preuve parce qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'ils allèguent. Pendant ce temps, nous avons des montagnes de preuves démontrant exactement le contraire. Combien de temps cela va-t-il prendre, ai-je demandé, sentant l'épuisement dans mes os. Catherine m'a regardé avec compassion. Mais la paperasse n'était pas la seule chose que je devais affronter. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Des voisins qui avaient l'habitude de me saluer m'évitaient maintenant. Les gens à l'épicerie me regardaient avec des expressions que je ne pouvais pas interpréter. Il y avait des chuchotements quand je passais. Finalement, une voisine que je connaissais depuis des années s'est approchée de moi à la boulangerie. « Éléanore, je dois te demander quelque chose. Est-il vrai que tu as mis ta fille à la porte de chez toi ? Que tu as menacé de la déshériter si elle ne faisait pas exactement ce que tu voulais ? » Je me suis figé. « Qui t'a dit ça ? » Elle a détourné le regard, mal à l'aise. « Ta fille a parlé à plusieurs personnes dans le quartier. Elle dit que tu es devenue cruelle et contrôlante, que tu l'as maltraitée émotionnellement pendant des années, et que maintenant tu utilises ton argent pour la manipuler. Voilà, la campagne de diffamation. » Nathalie faisait le tour du quartier pour raconter sa version de l'histoire, se peignant en victime et moi en méchante. Et certaines personnes la croyaient. « Et qu'est-ce que tu crois, toi ?» ai-je demandé directement à la voisine. Elle a hésité un instant. Je ne sais pas quoi croire, Éléanore. Je te connais depuis des années, mais c'est aussi ta fille. Pourquoi mentirait-elle sur une chose pareille ? Pourquoi veut-elle mon argent ? ai-je répondu simplement. Parce que je l'ai confrontée à des années d'abus et de manipulation. Parce que j'ai posé des limites qu'elle n'est pas prête à accepter. La femme a hoché la tête lentement, mais j'ai vu le doute dans ses yeux. Nathalie avait semé son poison efficacement, et maintenant je devais vivre avec les conséquences. Certaines personnes ne croiraient jamais ma version des faits. Les semaines qui ont suivi ont été les plus dures que j'ai affrontées depuis longtemps. La campagne de diffamation de Nathalie s'est intensifiée d'une manière que je n'avais pas anticipée. Elle ne s'est pas contentée de dire du mal de moi dans le quartier. Elle est allée plus loin, beaucoup plus loin. Un jour, Sarah est arrivée chez moi le visage pâle, son téléphone à la main. « Éléanore, tu dois voir ça », a-t-elle dit d'une voix tremblante. Elle m'a montré son écran. C'était une publication sur les réseaux sociaux que Nathalie avait faite, accompagnée d'une photo de moi datant de plusieurs années, où je semblais particulièrement fatigué et émacié. Le texte disait « Ma mère de 70 ans m'a chassé de sa vie pour avoir refusé de lui donner tout mon argent. Pendant des années, je me suis occupé d'elle, je lui ai rendu visite, je l'ai soutenue. Mais maintenant qu'elle a obtenu une bonne pension, elle est devenue avide et cruelle. Elle est complètement seule parce qu'elle a repoussé tous ceux qui l'aimaient. S'il vous plaît,
priez pour elle car clairement elle perd la tête dans sa vieillesse. La publication avait des centaines de réactions. Des commentaires de gens que je ne connaissais même pas, exprimant leur pitié pour Nathalie, disant à quel point c'était terrible que les personnes âgées deviennent si difficiles, partageant leurs propres histoires de parents compliqués. J'ai eu l'impression d'être vidé de l'intérieur. Ma propre fille exposait publiquement ma réputation, mentait effrontément, manipulait le récit pour jouer la victime. Et les gens la croyaient. Bien sûr qu'ils la croyaient. C'était plus facile de croire qu'une vieille femme était devenue amère et égoïste que d'accepter qu'une fille puisse être aussi manipulatrice. Catherine, mon avocate, m'a appelé ce même après-midi. Éléanore, avez-vous vu les publications? Nous devons documenter tout cela aussi. C'est une preuve supplémentaire de diffamation et de son modèle de comportement manipulateur. Mais alors que Catherine voyait des preuves juridiques, je ne voyais que la douleur de ma propre fille détruisant publiquement ma réputation. Sarah est restée avec moi cette nuit-là, refusant de me laisser seule. Les choses ont empiré avant de s'améliorer. Adrien a commencé à apparaître dans des endroits où j'avais l'habitude d'aller, au supermarché, à la pharmacie, à l'église. Il ne s'approchait jamais directement, mais il s'assurait que je le voie, que je sache qu'il me suivait, qu'il surveillait, qu'il intimidait. Un après-midi, en sortant de chez Sarah, je l'ai trouvé appuyé contre ma voiture. Il a souri quand il m'a vu, mais c'était un sourire froid et calculateur. « Éléanore, nous devons parler » a-t-il dit, bloquant mon chemin vers la portière du conducteur. « Je n'ai rien à te dire » ai-je répondu, essayant de garder une voix ferme. « Éloigne-toi de ma voiture. Je veux juste que tu saches que Nathalie souffre beaucoup à cause de toi » a-t-il continué, ignorant mes mots. « Elle pleure toutes les nuits. Elle ne peut pas dormir. Elle ne peut pas manger. Tu es en train de détruire ta propre fille pour de l'argent. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. « Éloigne-toi de ma voiture maintenant ou j'appelle la police pour harcèlement. » Il a levé les mains dans un geste de fausse reddition, mais ses yeux restaient menaçants. « D'accord. D'accord. Mais souviens-toi de mes paroles, Éléanore. Tout ça va très mal finir pour toi. Très mal. » Il s'est éloigné et je suis restée tremblante près de ma voiture pendant plusieurs minutes avant de pouvoir rassembler assez de sang-froid pour rentrer chez moi. Immédiatement, j'ai envoyé l'enregistrement à Catherine, qui l'a ajouté à notre collection croissante de preuves. Mais pendant que j'accumulais des preuves légales, Nathalie et Adrien accumulaient leurs propres fausses preuves. J'ai découvert qu'ils étaient allés parler au service de protection des adultes, déposant une plainte anonyme alléguant que je vivais dans des conditions insalubres et que j'étais un danger pour moi-même. 2 travailleurs sociaux sont apparus à ma porte un matin. Ils étaient gentils mais professionnels, expliquant qu'ils devaient faire un contrôle de bien-être en raison d'un signalement qu'ils avaient reçu. Je les ai laissés entrer, le cœur battant la chamade. Ils ont visité chaque pièce de ma maison, prenant des notes, posant des questions. Ma maison était impeccable comme toujours, chaque surface propre, chaque objet à sa place, mon réfrigérateur plein de nourriture fraîche, mes médicaments organisés correctement. Après 30 minutes, le travailleur social principal m'a regardé avec une expression d'excuse. « Madame Carter, votre maison est en parfait état. Vous prenez clairement très bien soin de vous-même. Nous allons clore ce dossier comme non fondé. Puis-je savoir qui a fait le signalement » ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Elle a secoué la tête. « Je suis désolé, c'est confidentiel, mais je peux vous dire que cela semble faire partie d'un conflit familial. Si vous avez besoin d'aide juridique, il existe des ressources disponibles. » Après leur départ, je me suis assise dans mon salon et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que peut-être, juste peut-être, les choses allaient s'arranger. Chaque tentative de Nathalie et Adrien pour me faire mal paraître échouait. Chaque mensonge qu'ils racontaient était démenti par la réalité de ma situation. Mais ils n'ont pas abandonné. La tactique suivante était encore plus désespérée. Nathalie a commencé à appeler des connaissances à moi de l'hôpital où j'avais travaillé, des gens que je n'avais pas vus depuis des années, leur disant que j'étais malade, que j'avais besoin d'aide, que je refusais un traitement médical par orgueil. Plusieurs de mes anciens collègues m'ont appelé inquiet. « Éléanore, Nathalie nous a appelé en disant que tu es en très mauvaise santé, mais que tu refuses d'accepter de l'aide. Est-ce vrai? As-tu besoin de quelque chose? » J'ai dû expliquer encore et encore que j'allais parfaitement bien, que Nathalie mentait,
qu'il y avait un conflit familial qu'elle faisait escalader de manière de plus en plus inquiétante. Certains m'ont cru immédiatement. D'autres sont restés dubitatifs, clairement confus quant à qui croire. Un mois après la confrontation initiale, j'ai reçu une assignation officielle. Le procès de Nathalie et Adrien allait avoir lieu. Catherine et moi nous sommes préparés méticuleusement. Nous avons organisé chaque document, chaque enregistrement, chaque témoignage. Nous avions un dossier solide, irréfutable. Mais la veille de la première audience, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Maman. C'était la voix de Nathalie, mais elle sonnait différente, brisée, vulnérable, comme la fille qu'elle avait été il y a des décennies. Maman, s'il te plaît, on peut arranger ça. Ça n'a pas besoin d'aller au tribunal. On peut parler. On peut négocier quelque chose. Il n'y a rien à négocier, Nathalie, ai-je dit, gardant ma voix ferme malgré la douleur que je ressentais. Tu as choisi ce chemin quand tu as décidé d'exiger de l'argent de moi et de me menacer. Quand tu as décidé de me diffamer publiquement, quand tu as décidé d'essayer de détruire ma réputation. Mais je suis ta fille, a-t-elle pleuré. Vas-tu vraiment faire ça? Vas-tu vraiment me traîner en justice? Tu m'y as traîné en premier, lui ai-je rappelé. Je ne fais que me défendre. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Quand Nathalie a parlé à nouveau, sa voix avait changé. La vulnérabilité avait disparu, remplacée par quelque chose de froid et dur. Bien, alors on se voit au tribunal, maman. Et que la meilleure gagne. La ligne a coupé. Je suis resté le téléphone à la main, sentant le poids de tout ce que j'avais perdu et de tout ce que j'étais sur le point de gagner. Le lendemain, je me suis habillé avec mes plus beaux vêtements et je me suis dirigé vers le palais de justice. Sarah et mes autres voisins sont venus avec moi, une petite armée de soutien. Catherine m'attendait à l'entrée avec son classeur plein de preuves et une expression de confiance tranquille. Quand je suis entré dans la salle d'audience, j'ai vu Nathalie et Adrien assis de l'autre côté avec leur avocat. Nathalie ne m'a pas regardé. Elle gardait les yeux fixés sur la table devant elle, le visage pâle et tendu. Le juge est entré et le procès a commencé. L'avocat de Nathalie a présenté en premier, faisant des allégations sur ma supposée incompétence mentale, sur la manipulation par des tiers, sur des années de mauvais traitements émotionnels envers ma fille. Mais quand ce fut le tour de Catherine, la salle a changé complètement. Elle a présenté document après document, des enregistrements audio et vidéo où Nathalie et Adrien me menaçaient clairement. Des relevés bancaires montrant l'historique des prêts jamais remboursés. Des certificats médicaux récents prouvant ma totale lucidité. Des témoignages de voisins qui avaient été témoins des abus. J'ai regardé Nathalie s'enfoncer de plus en plus dans sa chaise à chaque preuve présentée. J'ai regardé Adrien devenir pâle quand il a entendu sa propre voix dans les enregistrements dire des choses qu'il ne pouvait plus nier. Le juge a tout écouté avec attention. Quand Catherine a fini, il y a eu un moment de silence lourd dans la salle. Le juge a examiné les documents devant lui pendant ce qui a semblé une éternité. Le silence dans la pièce était si dense que je pouvais entendre ma propre respiration. Finalement, il a levé les yeux et a regardé d'abord Nathalie et Adrien, puis moi. Après avoir examiné toutes les preuves présentées par les deux parties, a-t-il dit d'une voix ferme et claire, « Je constate que les allégations d'incompétence mentale contre Madame Eleanor Carter sont totalement infondées. Les évaluations médicales sont récentes, exhaustives et concluantes. De plus, les preuves présentées par la défense démontrent un modèle clair de manipulation et d'abus financiers de la part des plaignants. » Nathalie a laissé échapper un sanglot étouffé. Adrien a fermé les yeux et a serré les poings sur la table. Le juge a continué, les enregistrements et témoignages montrent que les plaignants ont tenté de contraindre Madame Carter à leur donner de l'argent par des menaces voilées. Leurs actions ultérieures, y compris la diffamation publique et le harcèlement, ne font que renforcer la nécessité pour Madame Carter de se protéger légalement de vous. Par conséquent, je rejette cette poursuite dans son intégralité et ordonne aux plaignants de payer les frais juridiques. Il a fait une pause et son regard s'est durci. De plus, j'émets une ordonnance restrictive temporaire. Les plaignants ne peuvent approcher à moins de 100 mètres de la résidence de Madame Carter, ni la contacter sous quelque forme que ce soit pendant les 6 prochains mois. Toute violation de cette ordonnance entraînera des poursuites pénales. Nathalie s'est levée brusquement. Ce n'est pas juste. C'est ma mère. Vous ne pouvez pas m'interdire de voir ma propre mère.
Le juge l'a regardé sévèrement. Vous vous êtes interdit une relation saine avec votre mère lorsque vous avez décidé de la voir uniquement comme une source de revenus. Cette ordonnance est pour protéger Madame Carter de tout harcèlement et manipulation supplémentaire. Si à l'avenir vous souhaitez rétablir une relation, vous devrez démontrer un véritable changement dans votre comportement. Affaire classée. Le coup de son marteau a résonné dans la salle comme le tonnerre. Catherine a serré ma main et a souri. Sarah, qui était assise derrière moi, a posé une main sur mon épaule. J'avais gagné, non seulement légalement, mais dans la récupération de ma dignité et de mon droit de vivre en paix. Nous avons quitté le palais de justice et j'ai regardé Nathalie et Adrien s'éloigner vers leur voiture. Nathalie s'est tournée une fois pour me regarder et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a surprise. Ce n'était pas de la rage ou de la haine, mais de la peur. Pour la première fois, je pense qu'elle comprenait les conséquences réelles de ses actions. Les mois qui ont suivi ont été révélateurs. Par Sarah et d'autres voisins, j'ai appris comment Nathalie et Adrien s'en sortaient après l'ordonnance du tribunal. Sans accès à moi ou à mon argent, leur situation a commencé à se détériorer rapidement. L'entreprise qu'ils étaient censés lancer ne s'est jamais concrétisée parce qu'elle n'avait jamais été plus qu'une excuse pour obtenir de l'argent. Adrien a perdu son emploi après que son employeur a découvert qu'il manquait constamment le travail. Nathalie a essayé d'obtenir des prêts dans plusieurs banques, mais son historique de crédit était si mauvais que tout le monde l'a rejeté. Ils ont dû déménager de leur appartement relativement luxueux pour un beaucoup plus petit dans un quartier moins agréable. La nouvelle voiture qu'ils exhibaient tant a été saisie pour défaut de paiement. Les publications de Nathalie sur les réseaux sociaux, qui montraient auparavant une vie apparemment parfaite, sont devenues de plus en plus rares jusqu'à disparaître complètement. J'ai entendu dire qu'Adrien avait finalement dû accepter un emploi dans la construction, quelque chose qu'il avait toujours considéré comme indigne de lui. Nathalie a commencé à travailler dans un supermarché comme caissière. C'étaient des emplois honnêtes, dignes, mais pour eux, ils représentaient une chute énorme par rapport à la vie qu'ils avaient imaginé vivre avec mon argent. 6 mois après le procès, l'ordonnance restrictive a expiré. Je m'attendais peut-être à recevoir un appel, un message, une tentative de contact, mais rien n'est venu. Des semaines ont passé, puis plus de mois, et je ne savais toujours rien d'eux. 1 an après tout cela, j'étais à l'épicerie en train de faire mes courses quand je l'ai vue. Nathalie était à l'une des caisses, portant l'uniforme du magasin, scannant des produits avec des mouvements mécaniques. Elle avait l'air fatiguée, avec des cernes profonds sous les yeux et ses cheveux moins soignés qu'elle n'avait l'habitude de les porter. Nos regards se sont croisés une seconde. J'ai vu quelque chose traverser son visage, un mélange de honte, de douleur et de quelque chose qui aurait pu être du regret, mais immédiatement elle a détourné le regard et a continué à travailler. Je me suis mise dans la file d'une autre caisse. Ce n'était pas de la cruauté, mais de l'autoprotection. Je n'étais pas prête pour cette rencontre et clairement elle ne l'était pas non plus. Pendant ce temps, ma vie avait pris un cours complètement différent. Avec la tranquillité d'esprit venue après avoir posé des limites fermes, j'ai commencé à vraiment profiter de ma retraite. J'ai rejoint un groupe de bénévoles à l'hôpital où j'avais travaillé, aidant à organiser des activités pour les patients de longue durée. Sarah et moi avons commencé à voyager ensemble, de petits voyages dans des villes voisines, visitant des endroits que nous avions toujours voulu voir mais pour lesquels nous n'avions jamais eu le temps. J'ai investi une partie de ma pension pour rénover ma maison, la rendant plus confortable et accessible pour mes années à venir. J'ai aussi rencontré d'autres femmes dans des situations similaires à la mienne. Nous avons formé un petit groupe de soutien. Nous nous réunissions toutes les 2 semaines pour boire du café et partager nos expériences. J'ai découvert que je n'étais pas seul, qu'il y avait beaucoup de mères qui avaient dû prendre des décisions difficiles pour se protéger d'enfants adultes qui ne les voyaient que comme des ressources. 2 ans après le procès, j'ai reçu une lettre. Elle n'avait pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était de Nathalie. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, ne sachant pas à quoi m'attendre. La lettre était brève. Elle ne demandait pas pardon directement, ni n'essayait de justifier ce qu'elle avait fait. Elle disait simplement, « Maman, je commence à comprendre beaucoup de choses que je ne comprenais pas avant. Le travail dur m'a appris des leçons que je n'ai jamais apprises quand les choses venaient facilement. Je ne te demande pas de me pardonner maintenant. Je veux juste que tu saches que je vois enfin ce que je ne voulais pas voir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es heureuse. Nathalie. » J'ai mis la lettre dans un tiroir. Je n'ai pas répondu.
Peut-être qu'un jour je le ferai, ou peut-être pas. Mais le fait qu'elle comprenne enfin quelque chose, même tardivement, m'a donné une petite mesure de paix. La vie a continué. Ma maison est restée mon sanctuaire. Les plantes de mon jardin ont continué à fleurir. Sarah et mes autres amis ont continué à me rendre visite régulièrement. Ma pension m'a permis de vivre avec dignité et confort, d'aider des causes qui comptaient pour moi et de profiter des années qu'il me restait sans l'anxiété constante d'être exploité. Ma fille me manquait, elle? Bien sûr, la petite fille qu'elle avait été me manquait, la jeune femme qu'elle aurait pu être si elle avait fait des choix différents. Mais l'abus ne me manquait pas. Les menaces ne me manquaient pas. Vivre dans la peur constante qu'ils viennent exiger plus que je ne pouvais donner ne me manquait pas. Un après-midi, assise sur mon porche à regarder le coucher du soleil, Sarah s'est assise à côté de moi avec 2 tasses de thé chaud. « Regrettes-tu parfois ce que tu as fait ?» a-t-elle demandé doucement. J'y ai pensé pendant un long moment avant de répondre. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que ma fille et moi soyons arrivés à ce point. Mais je ne regrette pas de m'être défendu. Je ne regrette pas d'avoir choisi ma dignité plutôt que sa manipulation. Sarah a hoché la tête. Tu as fait la bonne chose, Eleanor. Tu leur as donné la chance de changer quand tu leur as tendu ce classeur noir. Ils ont choisi de se battre au lieu de réfléchir. C'était leur décision, pas la tienne. Elle avait raison. Je leur avais donné une chance de voir la vérité, d'affronter leur propre comportement, de choisir un chemin différent. Ils ont choisi le déni et l'attaque. Les conséquences auxquelles ils ont fait face étaient le résultat de leurs propres actions, pas des miennes. Maintenant, alors que le soleil se couchait en peignant le ciel d'orange et de rose, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une paix véritable. Ce n'était pas la paix d'avoir tout résolu parfaitement. Ce n'était pas la paix d'une famille heureuse réunie autour d'une table. C'était la paix de savoir que j'avais défendu ma valeur en tant qu'être humain. La paix de savoir que j'avais posé des limites saines. La paix de savoir que les dernières années de ma vie seraient vécues selon mes propres termes. Aujourd'hui, je suis seul dans le sens où ma fille n'est pas dans ma vie de la manière dont j'avais imaginé qu'elle le serait. Mais je ne suis pas vide. Je suis entouré de vrais amis qui me valorisent pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Je suis rempli de but grâce à mon travail bénévole. Je suis en paix avec les décisions que j'ai dû prendre. Et si un jour Nathalie frappe à ma porte avec un véritable changement dans son cœur, avec un vrai respect et non avec des exigences déguisées en amour filial, peut-être pourrons-nous recommencer. Mais si ce jour ne vient jamais, j'irai bien aussi. Parce que j'ai appris la leçon la plus importante de toutes, être seul avec dignité vaut infiniment mieux qu'être accompagné par des gens qui vous traitent sans respect. Et ce classeur noir que je leur ai tendu ce jour-là ne contenait pas seulement des documents juridiques, il contenait ma déclaration d'indépendance, mon cri silencieux que je ne serais plus une victime. Ma promesse à moi-même que les années qu'il me restait seraient vécues la tête haute. Aujourd'hui, je suis seul. Mais pour la première fois depuis longtemps, je suis en paix.